Serge Garnier, donc, qui va nous parler des séances, qui va nous présenter des activités concrètes. Donc, après le lieu présenté par Joe Nadeau la semaine dernière, eh bien, nous allons avoir la chance d'avoir un spécialiste des STIAM qui nous fait cet honneur d'être parmi nous. Serge, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et donc, Serge, je pense que vous n'avez pas déménagé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Vous habitez toujours et vous enseignez toujours à Sainte-Thérèse. Alors, Sainte-Thérèse, peut-être dire quelques mots, on va pouvoir localiser grâce à votre charmant petit accent. Alors, on est dans la banlieue nord, donc on est la deuxième couronne de la région métropolitaine de Montréal. Donc, voilà, Voilà. au Québec plus précisément. Dehors, présentement, donc ça va vous dépayser un peu. Il fait -25 avec un facteur refroidissement éolien qui est autour de -30, -35 degrés. Donc, c'est très froid ce matin. Donc, je ne veux pas être dans le cliché, mais souvent, lorsqu'on parle, j'imagine, du Canada, c'est des aliments qui reviennent. Mais là, ce matin, on est vraiment dans le cliché. Là, il fait très, très froid. Je suis chanceux, je suis dans notre laboratoire de fabrication numérique, notre Fab Lab, qui s'appelle le Fab Lab AST. Donc, très content d'être avec vous. Merci. Alors, avant de laisser la parole à Serge, petit rappel, les enregistrements ne seront pas individuels, ne seront pas autorisés. Ils sont faits, donc ils sont lancés et ils seront mis sur le site de la mission laïque très certainement, peut-être en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Ensuite, en ce qui concerne votre présence, ça serait intéressant que je puisse vous identifier. Donc, si vous le pouvez, alors peut-être que ça n'est pas complètement possible, mais essayez tout de même. Si vous pouvez vous identifier avec votre prénom et éventuellement la première lettre de votre nom, si ça vous dérange de mettre votre nom complet, ça serait intéressant parce que c'est vrai que c'est dommage, les gens qui sont identifiés par le terme iPhone, bon, c'est pas forcément facile de vous repérer. Voilà, donc ça, c'est pour les petites formalités administratives. Voilà, écoutez, Serge, je vais vous laisser la parole. Donc, 40 minutes pour nous décrire tout ça et puis on gardera un peu de temps pour les questions. Pour les questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans le champ de chat et moi, je ferai tout à l'heure une synthèse. C'est à vous, Serge. Ben, merci beaucoup, Marie. Merci aux enseignants. Merci de nous donner du temps parce que d'un enseignant à d'autres, je sais que votre temps est précieux. Alors, de prendre de votre temps pour être avec moi aujourd'hui, j'apprécie vraiment énormément. Donc, ben, c'est ça. Et je vais tenter de vous donner le plus possible des outils, de parler d'outils concrets, mais aussi donner un petit peu parler de comment je fonctionne en classe pour que pour vous, ce soit clair et voilà, pour que ce moment-là qu'on a ensemble, ce soit utile. D'accord? Donc, commençons. Donc, pourquoi on fait ça dans le fond? Pourquoi c'est si important? Ben, je pense que les STIAM, pourquoi est-ce que on doit leur accorder une importance? Ben, premièrement, pour mieux appréhender les défis du 21e siècle, tels l'omniprésence des technologies, de l'intelligence artificielle dans nos rapports humains, la dégradation des conditions de vie sur la planète qu'on connaît depuis un certain temps avec l'urgence climatique, la montée des conflits armés et pandémies. Bon, désolé, je veux pas vous, je veux pas être trop négatif ce matin, là, mais donc, ça justifie encore mieux de parler de science, mais de le faire aussi dans un contexte interdisciplinaire, transdisciplinaire, de façon à ce que les élèves voient toute la nuance, toute la complexité de ce qu'on aborde comme problématique et pour qu'ils aient le goût de trouver des solutions avec nous. Donc, voici donc un peu ce que je vous propose. Donc, enseigner les STIAM, c'est, donc, on va commencer à parler très, très généralement, là, donc notre rôle en tant qu'enseignant, c'est-à-dire orchestrer des changements conceptuels chez nos élèves. Par la suite, je vais parler, puis tout au long de la présentation, des occasions à saisir, parce qu'ils sont là. Des fois, ça peut être plein de choses, mais quelles pourraient être les occasions à saisir pour vraiment actualiser notre enseignement, pour faire en sorte que les élèves adhèrent, pour être vraiment en phase avec ce qui se passe dans la société. On va parler aussi des démarches à caractère scientifique parce que s'il y a un critère, en tout cas moi comme enseignant, moi je suis enseignant en ressources dans mon milieu, et s'il y a un critère qu'on a
revu depuis quelques années, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit une situation d'apprentissage, le fait de faire vivre des démarches d'investigation différentes à nos élèves, c'est définitivement un critère sur lequel on fonde notre décision. Donc, on va les voir rapidement, mais quand même pour pouvoir un peu vivre, pour pouvoir un peu faire vivre à nos élèves ce que vivent les scientifiques. Euh, je vais aussi parler bon, de situations d'apprentissage. J'ai 4 situations d'apprentissage que je vais vous présenter. Et dans ces situations d'apprentissage-là, je compte mettre toutes sortes je vais essayer d'insérer des petits trucs, des choses que je fais au quotidien pour que ce soit simple. Pour que ça se vive bien, pour que les élèves aient du plaisir, mais aussi pour qu'ils restent sérieux et qu'ils soient engagés dans la tâche. Donc, voilà. Donc, une petite définition comme ça, quand on parle d'orchestrer des changements conceptuels, ben, en fait, la science est une activité, là, merci à Astolfi et ses collaborateurs, le grand didacticien, là, de laisser cette belle définition. Donc, la science est une activité humaine qui vise à proposer des modèles scientifiques à des phénomènes naturels. L'apprentissage des sciences nécessite une rupture avec les conceptions premières afin de les faire évoluer. Alors donc, c'est là. On part de là. Nos élèves ne partent pas de nulle part. Ils ont des idées préconçues, des préjugés, des conceptions naïves sur tout plein de choses. Généralement, aujourd'hui, on s'entend sur le concept de conception première pour les nommer. Donc, selon ce qu'ils ont vécu, les premiers contacts qu'ils ont eus avec la science dans les albums jeunesse, par exemple, ben, ils ont un certain nombre de conceptions qui est notre terreau, finalement, notre terreau de base sur lequel on va partir. Mais un peu comme le dit Albert Einstein, c'est pas si simple finalement de bruger des préjugés, qu'on les appelle préjugés aux conceptions premières, ils sont tenaces. J'en montre quelques-uns, ça va probablement vous dire quelque chose, surtout si vous enseignez aux petits. Donc, des conceptions qui reviennent simultanément, comme spontanément des enfants. Donc, les objets lourds tombent plus vite nécessairement que les objets légers. Les fruits sont sucrés alors que les légumes ne le sont pas. Les saisons dépendent de la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, ces conceptions-là qu'on peut avoir, si je saisis le dernier, je vous dirais pour un élève du Québec présentement, là, de me dire que l'hiver, par exemple, il fait plus froid parce que, pour plusieurs, ils vont avoir comme conception naïve, un enfant, je ne sais pas, je dirais de 7-8 ans, pourrait dire, mais l'hiver, le soleil est plus loin de la Terre et c'est à cause de cette raison-là qu'il fait plus froid et l'inverse se produit l'été. Donc, cette conception naïve-là, qui n'est pas du tout, pas du tout validée, en fait, non seulement elle n'est pas du tout validée, mais c'est exactement le contraire. Donc, c'est intéressant de partir de là, partir de ce déjà-là conceptuel pour pouvoir aller plus loin. Mais j'en ai mis un autre ce matin, mais je me suis dit, tiens, celle-là, même les adultes vont y adhérer. Les autres, probablement, c'était plus évident, mais l'ours hiberne. Hein, en tant que Québécois, moi, c'est quelque chose que même j'entends ici, puis même dans la littérature jeunesse, on va souvent dire ça, que l'ours hiberne, alors que l'ours hiberne pas du tout, il est beaucoup trop gros pour hiberner. Un petit peu en avant, j'ai une activité où justement on parle comment les animaux s'adaptent au froid, que vous pourriez très bien vivre, là, parce que même si vous n'êtes pas nécessairement de contrées aussi fraîches que la mienne, je pourrais dire, vous pourrez être tenté de voir comment les animaux nordiques s'adaptent. Ou même comment les adaptations se font à l'inverse, aussi des animaux du désert. Donc, l'estivation, l'hibernation, donc c'est des concepts voisins. Donc, on va en parler en avant. Donc, je vais revenir sur donc, j'espère que j'ai cité un peu votre attention sur cette histoire-là d'ours hiberne, parce que normalement, il fait consensus, puis il n'y en a absolument rien. Donc, au niveau des activités, généralement, les didacticiens reconnaissent qu'il y a 4 types d'activités là, sur lesquelles on va s'appuyer. D'une part, les activités fonctionnelles, parce que c'est donc des activités qui vont nous permettre d'avoir accès à ces conceptions premières-là de nos élèves. Donc, des fois, ça peut juste être un tour de table, on discute avec eux. On peut leur demander de faire des cartes conceptuelles, on peut avoir un quiz qu'on va leur présenter au tableau. On peut faire, par exemple, un quiz interactif avec eux, peu importe la forme qu'il prend, pour avoir un peu l'idée de leur conception. Puis par la suite, ben là c'est le cœur, c'est-à-dire les activités de résolution de problèmes, donc des activités qui répondent justement aux questions qu'on s'est posées. Donc ça, c'est un peu ce que je vais détailler dans quelques instants quand je vais vous parler des démarches à caractère scientifique ou des démarches d'investigation, là, c'est la même chose. On termine avec des activités de structuration. Donc, ça, c'est l'élève qui reprend ses savoirs en main, qui nous présente. Des fois, ça peut être sous forme d'affiche, d'une présentation. Moi, j'aime bien, ici, j'ai un petit local, un petit studio d'enregistrement, les élèves, puis ça pourrait être n'importe où, là. Ça pourrait même être fait dans la classe. Ils enregistrent un petit balado, ils servent du mur vert derrière, ils font une petite animation là, très simple dans 4 cotes ou même ça peut être iMovie, très, très, très simple. Et ils reviennent, ils me présentent les images qu'ils auront prises avec leur tablette ou leur iPhone en classe. Et là, ils vont présenter
qu'est-ce qu'ils croyaient au début et qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et enfin, des activités d'enrichissement, bien sûr, pour nourrir nos élèves qui n'en ont jamais assez. Hein, dans vos classes, je suis sûr que c'est comme dans ma classe, là, on va faire une situation d'apprentissage, mais il y en a qui en mangeraient encore plus et qui en ont besoin. Alors, ces activités-là d'enrichissement pourraient bien intéresser nos élèves qui ont besoin de plus d'enrichissement. Donc, Marie l'a nommé entrée de jeu quand on parlait du colloque là, sur plusieurs rencontres. Je pense que s'il y a un aspect comme moi, j'ai essayé depuis quelques années, là, vraiment, là, on s'est donné comme mission à notre école d'avoir de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité dans notre approche, principalement pour la raison que j'évoquais au départ, c'est-à-dire le temps, on ne le fait pas. Il est là, on a du temps avec nos élèves, mais il n'est pas infini. Et donc, de pouvoir prendre plusieurs matières ensemble plutôt que de les juxtaposer ou de les hiérarchiser, de pouvoir dire, ben, j'aborde une problématique dans une même, et je vais toucher plusieurs disciplines, ben, c'est vraiment gagnant. Donc, on parle d'inter ou de transdisciplinarité. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Et j'ai essayé dans le choix de ce que je vous montre dans les prochaines minutes que ça rejaillisse pour que ça soit riche, mais aussi pour qu'on, comme je vous disais, ben, si on peut évaluer avec une même situation d'apprentissage, on peut mettre une note en français, on peut mettre, par exemple, en oral, on peut mettre une note en sciences, on peut mettre une note en mathématiques. C'est riche, puis en même temps, ben, on sauve du temps parce que le temps, on ne l'invente pas. Parmi les occasions qu'il faut saisir, l'actualité scientifique et l'actualité qu'on vit, peu importe où ce que vous êtes dans le monde, les phénomènes plus grands que nature qui bousculent nos vies, que ce soit ici, l'été passé, on a vécu, moi, au Québec, on a eu une énorme inondation. Je dirais le 2 tiers de mes élèves ont été inondés chez eux. Il est tombé tellement de pluie en peu de temps que les systèmes d'aqueduc ont pas pu être efficaces. Donc, malheureusement, les gens ont été inondés dans leur sous-sol. Qu'on pense aux gens de Los Angeles là, dans les derniers jours qui ont été, je pense que j'écoutais ce matin les nouvelles, je pense que c'est autour de 12 000 maisons dans Los Angeles qui ont été détruites par les incendies de forêt. Donc, ça, nos élèves, ils l'entendent, ils en sont conscients. Alors, pourquoi ne pas partir de ça? Pourquoi ne pas parler? Et donc, vous allez probablement m'entendre parler donc d'éducation relative à l'environnement, parce que ça aussi, c'est une perche qu'on se lance. Ça fait partie de l'enseignement des sciences, mais ça peut faire partie aussi de tout notre enseignement intégré. Donc, les images que vous voyez là, c'est une activité que j'ai faite le printemps dernier avec des élèves où on s'était dit justement quels sont on s'était dit que plutôt que d'avoir une crainte, à l'égard de certains phénomènes naturels et moins naturels engendrés peut-être par l'homme, ben, on pourrait se documenter, les questionner, les étudier et après ça, essayer de trouver observer s'il y avait des innovations technologiques qui pourraient apporter des solutions, des solutions ne serait-ce que fragmentaires là, à ces problématiques-là et voir si eux n'auraient pas d'autres solutions. Donc, vraiment, on est allé, donc à gauche, ce que vous voyez, là, c'est une équipe qui a imaginé une façon de récupérer les déchets dans les océans. Donc, il s'était inspiré d'une idée qu'il avait vue où il y avait une espèce de bateau qui regroupait tous les déchets comme ça. Donc, il avait fait avec un petit moteur, donc un espèce une hélice en dessous. Donc, c'est ça, avec l'hélice ça venait justement aspirer, donc c'est comme un aspirateur sous l'eau. Tout à droite, vous voyez une équipe qui aussi, on était dans les océans, donc eux, ils se sont intéressés à savoir si on ne pouvait pas fabriquer un type de bateau pour briser les vagues avant que ça atteigne les côtes. Donc, toutes sortes d'activités, sans toutes les nommer, mais par exemple, on a fait une activité sur les insectes pollinisateurs. Donc, on a fait un genre, ce que vous voyez complètement ici à droite, où les élèves se sont dit, ben, on va trouver une façon de donner une place aux insectes pollinisateurs pour qu'ils puissent hiberner, pour qu'ils puissent se réfugier, parce que malheureusement, les humains, puis on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, hein, plusieurs humains utilisent des herbicides et que ça a un effet excessivement néfaste sur les abeilles et les insectes pollinisateurs. Donc, tout ça pour dire qu'on saisit une occasion. Et une des occasions importantes à saisir, selon moi, c'est oui, il y a un programme qui existe, un programme qui est là pour nous encadrer, mais le fait de partir de nous, le fait de partir, donc, et là, l'exemple que je vous donne, moi, c'est pendant la pandémie, tout comme vous, probablement, à la maison pendant de longs mois en 2020, au printemps 2020, et donc mes élèves à distance, qu'est-ce que je vais faire pour les atteindre? Ça devenait difficile d'envoyer du matériel. On le fait, mais c'était compliqué d'envoyer du matériel.
pour qu'ils puissent expérimenter en même temps que moi. On se voyait toutes les semaines par Zoom. Bon, c'était pas évident, mais ça a donné comme le lieu, ça m'a donné un prétexte pour dire, ben, on est le printemps, la nature se réveille, je vais t'inviter plutôt à aller prendre une marche avec tes parents. Et là, ils devaient filmer des choses, filmer des plantes, les plantes hâtives qu'ils trouvaient. Bref, sans entrer trop là-dedans, c'est que ça m'a permis de voir à quel point malgré ce qu'on vivait, qui était intense, qui était difficile pour eux, ben de vivre en nature, d'aller à la découverte, de trouver des plantes, d'essayer de les identifier, d'aller à la rencontre des animaux, ben, ça les rendait excessivement heureux. Et moi, ça m'a donné, et moi, ça m'a donc fait donner le goût d'en investir beaucoup de ce type de projet-là d'éducation relative à l'environnement. Donc, les projets que je vous présente aujourd'hui ne sont pas nécessairement dans ce domaine, si on veut, parce qu'avec Marie, on avait discuté de travailler l'interdisciplinarité aussi donc, avec les arts, avec les mathématiques. Mais je vais vous montrer mon site où je dépose tous mes situations d'apprentissage. Je vais voir, c'est un site, il y a zéro publicité. Donc, c'est un site d'un prof à un autre. Ça me fait plaisir si vous voulez aller télécharger des trucs. Donc, plein d'activités d'éducation relatives à l'environnement. Donc, rapidement, parce que ça, je vais y revenir à chaque activité. Donc, il y a des démarches à caractère scientifique. Souvent, quand on a en tête les démarches scientifiques, on va penser à la démarche OERIC, c'est-à-dire la fameuse démarche expérimentale où, avec nos élèves, on va leur demander de faire une observation, ils vont faire une hypothèse. Après ça, on va faire une expérimentation. Ils vont réaliser une expérimentation. R pour réaliser, par exemple, c'est pour en tout cas, bref, j'ai un petit blanc de mémoire. I pour interpréter et C pour amener un certain nombre de conclusions. Bon, cette démarche-là est vraiment stéréotypée. Est-ce qu'un chercheur, qu'on parle d'un généticien, qu'on pense à un botaniste, qu'on pense à un ingénieur, ils vont utiliser ce type de démarche-là? Probablement peu. Et ça serait intéressant de voir la quantité énorme. Alors là, j'en ai fait une liste non exhaustive ici, mais ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder quelques-uns. J'ai regroupé comme 4 affiches que moi, je présente à mes élèves. Puis à la fin du Canva, là, la présentation Canva, vous avez le lien où je suis allé chercher tout ça. Donc, c'est vraiment des affiches. Peut-être que vous en avez en classe. Moi, je trouve que c'est... Et ça parle aux élèves. Tu sais, par exemple, donc, celle-là, cette affiche-là, donc... je la mets en grand sur mon tableau blanc interactif ou même je l'ai plastifié ici. Donc, on voit une petite fille qui est en train de jouer à la marelle, tout ça, et elle observe que son oncle, à la récréation du matin et peut-être sur l'heure du lunch, n'est pas la même longueur. Donc, ça la questionne un peu comme ça et elle se dit, donc, comme on peut voir, donc là, il y a comme ce premier moment fort-là. Le deuxième moment fort, c'est que là, elle va arriver avec une première hypothèse. Elle va imaginer une explication provisoire à ça. Donc, c'est-à-dire, bon, avec une source lumineuse, si j'imagine, vont faire des ombres comme ça devant, est-ce que je pourrais pas m'expliquer pourquoi est-ce que mon ombre n'a pas la même grandeur? Par la suite, je planifie, je vais chercher du matériel, je vais mettre une certaine démarche d'investigation en place. Donc, en bougeant ma source, comme ça, je vais arriver à mesurer mon nombre, donc avoir un nombre de différentes longueurs. Voilà, bien sûr, là, vous voyez probablement venir. Là. On ne laisse pas ça comme ça, bien sûr, parce que ça donnerait l'impression que parce que le Soleil se déplace autour de la Terre, notre ombre n'a pas la même longueur. Bon, c'est pour ça que notre travail à nous sera toujours nécessaire. C'est-à-dire, c'est notre rôle à nous de reprendre ça et lorsque vient le temps d'analyser et d'interpréter les résultats, finalement, de dire, bon, d'utiliser un modèle pour que les élèves comprennent finalement que ce n'est pas la Terre, même si de leur point de vue, parce que ça, c'est une activité pour les tout petits de 6 ans, là, même si de leur point de vue à eux, le Soleil fait tourne autour de nous tout le temps, en réalité, puis pour plusieurs, ils le savent déjà, là, que c'est pas. Donc, la démarche d'investigation scientifique, c'est une démarche, puis tout à l'heure, je vous présente une activité de type d'investigation scientifique, on va l'occasion d'y revenir. Démarche de conception et technologie. Donc ça, plutôt que de partir d'une question, on va partir d'un défi, d'un problème qu'on veut régler, d'une commande, par exemple, qu'un ingénieur pourrait avoir avec un cahier de charge. Donc, la première, ici, on a un élève qui veut sauter plus haut. Donc, on lui donne le mandat de sauter plus haut. Alors, pour ça, ben, il se questionne comment je pourrais le faire. Ce qui l'amène, chemin faisant, à mijoter des idées, à tester, à imaginer, bon, qu'est-ce qui existait déjà, des sortes de trampolines, tout ça. Donc, encore une fois, il va planifier sa démarche. Il va avoir un certain nombre il va avoir du matériel et ça va l'amener à tester un premier prototype qui pourra, par la suite, on va pouvoir améliorer. Et
je ne l'ai pas dit à l'image précédente, mais vous voyez les petits pas qui vont et qui viennent. Donc, ça, c'est intéressant, c'est que très loin de la démarche aurique qui est linéaire, les démarches des scientifiques, c'est jamais linéaire. D'abord, les scientifiques, ça passe son temps à revenir en arrière. Des fois, ils doivent reformuler leur hypothèse. Des fois, on ne part même pas avec une hypothèse. Des fois, on peut vouloir commencer une expérience alors qu'on veut réfuter une conception ou même pas une conception, réfuter les résultats d'une expérience d'un collègue. Donc, encore une fois, ces images-là, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent justement les allers-retours et que ce n'est pas linéaire comme une autre, ça s'appelle la démarche d'analyse, puis c'est là aussi, je vais vous la présenter. J'ai un exemple pour ça qui s'en vient. Donc, par exemple, si on part d'une image, bon, quel est cet objet? Bon, ici, une lampe de poche. Là. Donc, comment fonctionne la lampe de poche? La lumière qui s'éclaire, donc d'où vient cette lumière? Est-ce qu'elle vient d'électricité? Puis là, bon, on voit l'élève, encore une fois, qui formule une certaine hypothèse. Après ça, il va avoir il va tester, il va démonter littéralement, comme plusieurs d'entre nous avons fait quand on était jeune. Hein, pour comprendre comment fonctionnent les choses, il faut souvent les démonter. Euh, on va, on va essayer avec un circuit simple, donc une pile du fil, des fils et une ampoule pour voir comment ça fonctionne, pour nous amener vers des conclusions qu'on pourra par la suite partager. Pardon. Et comme vous pouvez voir, bien, il y a des pas avant et arrière là, dans toutes ces démarches-là parce que, comme je vous disais, ce n'est pas linéaire. La dernière affiche que je vous présente, puis comme je vous dis, il y en a d'autres, là, c'est simplement pour donner je vous dirais que l'affiche qui me vient en tête, qui représente le plus fidèlement le travail d'un scientifique, c'est souvent la démarche documentaire. Parce qu'un scientifique passe des dizaines, des centaines d'heures à se documenter sur un sujet avant même de pouvoir faire des recherches. Donc, il doit justifier auprès des organismes ou des subventionnaires. Donc, c'est important pour les élèves de voir que ça ne fonctionne pas toujours comme on peut se l'imaginer avec une démarche linéaire. Donc, je termine avec celle-là, démarche de vulgarisation scientifique, parce que celle-là, tous les scientifiques qui sont contraints à la fin de leur travail, puis on aime bien que nos élèves puissent être à même de partager le sujet d'une découverte. Donc, comme on peut s'imaginer, on ne peut pas tout découvrir, on peut pas tout, nos élèves ne peuvent pas tout découvrir à partir d'expériences ou de démarches d'investigation ou de démarches de conception. Donc, parfois, donc, on voit la petite fille ici, comment l'araignée fabrique-t-elle la toile qu'elle voit dans la nature. Bien, par la suite, elle va imaginer peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle a une espèce de la laine dans son bobine de laine, puis que c'est comme ça qu'elle se tricote. Donc, on voit une conception naïve, comme nos élèves partent bien souvent. Par la suite, ça l'amène à chercher un certain nombre d'informations, à organiser ces informations-là pour par la suite les communiquer et planifier une présentation. Donc, là, j'ai été très, très, très théorique. Permettez-moi maintenant d'être vraiment pratique. Donc, je suis désolé pour la première partie, mais je pense que c'était nécessaire de placer un certain nombre de choses. Puis, comme vous pouvez le voir dans le coin inférieur gauche, à chaque fois que je vous arrive avec une situation d'apprentissage, il y aura toujours ça, c'est-à-dire la fiche qui montre dans cette activité-là, dans cette situation d'apprentissage-là, mon intention, c'est vraiment d'aborder la démarche de conception. Donc, mon activité s'appelle Les ponts de Calatrava. Vous connaissez peut-être l'architecte Santiago Calatrava, à qui on doit des ponts, mais aussi différents symboles forts ici de Barcelone, mais aussi tout plein de bâtiments. Donc c'est un architecte très, très inspirant. Et au printemps dernier, j'ai fait une activité avec mes élèves qui a été vraiment qui les a vraiment comme captivés, qui les a aimés, qui les a amenés finalement à faire un peu différent de le type de pont qu'on faisait par le passé. Donc, encore là, il y avait un cahier de charge qui les contraignait. Là, je ne sais pas si on voit bien ici, je vais juste déplacer ça, mais euh, donc, c'est une situation d'apprentissage pour les C1, CE2 ou CM1, CM2. Le où, c'est que je l'ai adapté. Puis l'endroit où je vais aller vous montrer à la toute fin, vous allez voir, vous avez le cahier avec les deux cas. Donc, pour les plus petits et pour les plus grands. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les scientifiques commencent souvent par aller se documenter. Donc, moi, souvent, je fais ce qu'on appelle une lecture interactive avec mes élèves. Donc, j'ai utilisé pour lecture interactive, donc juste pour préciser, pour être certain qu'on se comprenne tous. Lecture interactive, on entend, donc, j'utilise un texte résistant, c'est-à-dire un texte qui pourrait générer des bris de compréhension. Et donc, à travers ce texte-là, ben, il y a plein de... Ça, je pourrais
je pourrais aller cliquer dessus simplement pour vous montrer, là. Donc, vous avez donc la fiche où vous avez vraiment comme les questions à les poser aux élèves. Puis on a des questions, bon, je ne sais pas si vous voyez le petit R ici, le petit C, donc des questions de compréhension, de réaction, d'interprétation et d'appréciation. Donc, pour amener les élèves, c'est ça, à comprendre un peu mieux qu'est-ce que sont les, les différents ponts. Donc, essentiellement, avec ça, je vais juste essayer de bouger ça. Je clique sur là. OK, parfait, je vais pouvoir revenir avec ma présentation ici. OK, excellent. Donc, donc ça a amené à découvrir finalement les 5 types de ponts. Donc, donc les ponts à arc, les ponts naturels. On avait le pont suspendu, le pont à haubans, puis le pont à poutre. Donc, à travers ça, une fois qu'on s'était informé un peu plus, donc là, le cours suivant, ce que j'ai fait avec les élèves, bon, selon avec les petits, là, on avait vraiment, comme dans le cahier, ils avaient vraiment comme tu dois fabriquer un pont de 40 cm de longueur sur 12 cm de largeur et tu dois déposer jusqu'à une masse de 5 kg. Pour les plus grands, là, ils avaient comme une carte topographique avec un tracé là, de la rivière et ils devaient concevoir un pont interrive avec la, la, la légende, il devait être à même de convertir tout ça pour pouvoir déterminer la longueur du pont. Donc, encore une fois, le même enjeu se présentait. Donc, il devait pouvoir supporter une charge de au moins 5 kg. Donc, encore une fois, on part des conceptions premières des élèves, c'est-à-dire, bon, pour plusieurs élèves, et lorsqu'on les questionne, désolé, ça on vous rappelle, ça me rappelle qu'on est à l'école. Hein. Et nous, on n'est pas le soir, nous, il est 11h30 de l'après-midi, donc du matin, pardon. Donc, donc conception première, bon, pour beaucoup d'élèves, le pont suspendu, c'est le pont qu'on retrouve le plus souvent pour franchir une rivière. Donc là, ça fait référence à la fois à ce que les élèves peuvent voir dans les parcs nationaux. On a souvent ce type de pont-là, des grands ponts à cordes c'est ça, en nature. Donc, dans mon affiche ici, là, je suis vraiment, une fois après avoir sollicité leur conception, là, je suis vraiment plus dans mijoter des idées. Donc, on est allé là-dessus, on a vraiment allé explorer l'univers vraiment créatif de Santiago Calatrava. Et là, j'avais imprimé des affiches, j'en avais mis au tableau. Les élèves avaient des tablettes où ils pouvaient aller voir sur le site web, parce que le site web de l'architecte est vraiment bien fait. On est dans peu de mots, on est vraiment dans des grandes images qui couvrent toute la page. Donc, et là, donc, on a amené les élèves à voir ça. Donc, quelles pourraient être les sources d'inspiration? Quelle posture? Donc, à quel besoin ça répondait? Donc, parfois, on avait différentes sortes de structures. Parfois, ça répondait à un besoin pour les passagers. Parfois, c'était comme le pont en bas à droite, c'était même un pont qui bougeait. Lui, il était vraiment impressionnant, un pont qui se retrouve en Irlande. Donc, on est allé voir finalement pourquoi certains types de ponts, puis à quel besoin ils répondaient. Donc ça, c'est le scientifique en moi, là, très cartésien. Mais après ça, on est allé vraiment plus du côté artistique. Quelles pouvaient être ses sources d'inspiration? Est-ce que la nature pouvait être sa source d'inspiration? Là, on est allé, avec les élèves, on faisait ressortir tous les éléments organiques, les éléments, le mouvement, OK? Parce qu'il n'y a rien de linéaire. On est loin d'un pont très drabe, très plate, là, où les enfants, très linéaires, vraiment, donc dans son univers, puis c'est un peu ça que je voulais amener chez les élèves. Et en même temps, mais vous me voyez peut-être venir, ça ajoutait une difficulté. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est une fois cette inspiration-là faite, je me permets de revenir sur la diapo précédente. Ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que ce que vous avez à droite, c'est un petit pont que j'ai fait faire aux élèves au tout début. Donc, tous les élèves ont eu à faire un petit pont, que ce soit les petits ou les grands, parce que je voulais, avec de la colle et des bâtonnets qu'on appelle ici bâtonnets de popsicle, là, des petits bâtonnets de bois là, pour les sucettes. Là. Donc c'est ces petits bas-là. Ils en avaient 150, puis ils devaient me faire le pont le plus solide. Donc là, je leur ai dit, là on ne s'était pas inspiré de rien du tout. Je leur ai dit, quelles pourraient être les structures les plus solides? Là, on est vraiment du point de vue uniquement mathématique. Donc, et là, on essaie est-ce que ce serait avec, est-ce que ce serait avec des carrés? Est-ce que ce serait avec des rectangles? Est-ce que ce serait... Et rapidement, ils ont découvert que les carrés, les rectangles, bon, à cause des coins, tout ça, puis le fait que c'était pas des structures très, très, très solides. Donc, ça a fait des ponts un petit peu plus ferroviaires, plus classiques, si je veux, mais au moins, c'est que ça a permis, comme vous pouvez le voir à droite de l'image, donc
d'avoir des ponts excessivement solides et même on s'est un peu laissé aller. Là, on a même des briques là, de très, 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 très pesantes que moi je mettais. Donc, maintenant, pour avancer dans ce projet-là, par la suite, j'ai demandé aux élèves d'aller créer leur pont, mais non pas de le dessiner sur papier. Je suis allé le créer sur Tinkercad. Donc, si vous ne connaissez pas Tinkercad, voici rapidement. C'est un logiciel en ligne, c'est excessivement bien fait, c'est fait par la suite AutoCAD. Donc, dans vous avez comme, je ne sais pas si vous voyez le menu ici à droite. Donc, ce sont tous des formes géométriques, pardon, des formes géométriques que les élèves peuvent emboîter les unes sur les autres. Donc, essentiellement, c'est comme ça. Donc, si par exemple, je prends, peu importe, là, un, un cube comme ça, je peux le modifier, donc très simplement, lui donner une certaine hauteur, préciser, je peux même le faire tourner, je peux le modifier aussi, je peux venir prendre des morceaux, hein, ça ici, en modifiant, tu sais, si je veux venir faire, on va imaginer que c'est un mur on veut faire une porte, on pourrait venir faire tout simplement, et là j'ai qu'à sélectionner, et à fusionner les deux. Puis comme vous pouvez voir, ça fait une pas. Donc, c'est très, 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 très simple, en peu de clics. Moi, je vous dirais que j'utilise ça là, dès le CP, là, avec les élèves de nous, ce qu'on appelle les maternelles, nos petites maternelles de 5 ans, donc pas vos maternelles de 3 ans, mais avec nos maternelles de 5 ans, je leur fais faire une navette spatiale avec ça. Puis, donc, soyez sans crainte, s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas ce beau logiciel-là, donc c'est très simple. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, je leur ai fait imaginer donc le pont. Donc, ils ont choisi. Est-ce que je fais un pont suspendu, un pont. Ça, c'est celui-là, ils sont restés plus avec l'idée de le pont à structure avec simplement un poutre, un pont arqué, un pont, donc différents types de ponts. Et là, ben, selon que j'avais des petits ou des grands, les petits, je leur avais demandé de me faire une frise. On a vu qu'est-ce que c'était les frises, on avait fait un retour là-dessus. Pour les grands, on avait incité pour qu'il y ait un motif de dallage. Donc, comme vous pouvez voir, on peut modifier, on peut complexifier tout dépendant de nos intentions pédagogiques. Donc, par la suite, je me remets, voilà. Par la suite, là, j'ai du matériel. Puis là, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, quand je propose du matériel aux enfants, d'une part, ils n'ont pas tout du matériel. Moi, mes élèves sont responsables du matériel que je leur donne. Donc, ça ici, vous avez à la gauche les C1, CE2, ce qu'ils avaient comme matériel pour faire leur pont à la manière de Calatrava, et les plus grands. Donc, du carton rigide, alors que les plus vieux avaient des affiches de coroplace recyclées. Donc, je suis beaucoup dans du matériel recyclé, donc des bâtonnets de bois, des boujons, de la ficelle de boucherie, ficelle assez solide qu'on utilise là, pour attacher les pièces de viande, qui s'attachent aussi facilement par les enfants. On aime moins bon, les plus vieux vont être capables, mais on aime moins le fil à pêche parce que justement, il est moins solide. En fait, non, pas qu'il est moins solide, il est moins facile à faire des deux. C'est plus ça, désolé. J'ai dit le contraire de ce que j'avais en tête. Et donc, avec les plus vieux, je vais utiliser peut-être un tapis de découpe, ce que je ne vais pas faire avec les plus petits. Donc, là où je veux aller dans c'est que, comme je vous disais, je ne donne pas tout le matériel aux enfants. Les enfants sont responsables. Je peux avoir un élève qui est responsable des goujons, un élève qui est responsable du carton recyclé. Et les élèves doivent faire une liste du matériel et doivent aller présenter leur liste à l'élève qui est en charge du matériel. Et à la fin, donc, s'il y a eu de l'abus du matériel, tout ça, mais j'ai toujours un responsable. Donc, moi, mes élèves sont toujours comme co-responsables avec moi du matériel. Fait que oui, ils peuvent aller et ils peuvent négocier des échanges. Donc, concrètement, si un tel a besoin de boujons, l'autre a besoin de ficelles, il peut négocier un échange. Même chose pour les perceuses, les règles, bon, tout ça. Parce que je veux que les élèves apprennent à travailler ensemble. Je veux que les élèves soient conscients que le matériel s'épuise, que le matériel doit être bien utilisé. Donc, dans mes groupes, j'ai des élèves qui sont responsables d'expliquer, OK, la perceuse, elle fonctionne comme ça. Alors, plutôt que d'expliquer toujours à tout le monde, j'ai des responsables, des spécialistes de chacun. Puis je vous dirais, là, ici, je n'ai pas mis d'activité où il y a des machines de type impression 3D, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que je préparais avec une machine d'impression 3D, par exemple. Donc, pour revenir à mon activité, dans cette activité-là, donc chaque élève est responsable du matériel et donc se prête du matériel. Et à la fin d'un cours, moi, j'aime bien faire mes étoiles de la journée.
de la journée. Donc, par exemple, Cynthia, qu'est-ce que Cynthia a fait de bien aujourd'hui? Donc, par exemple, elle a partagé, Ludovic, lui, il a aidé un élève, lui, sa façon de, ça a été comme, lui, il est particulièrement bon au niveau artistique, donc il a aidé à tracer lorsqu'il est venu le temps là, de pré-tracer pour découper. Donc, les élèves s'entraident de cette façon-là. C'est quelque chose, ça, c'est vraiment un aspect important de mon travail et très, très, très facilitant. À partir du moment où on met ça en place, là, on n'a plus l'impression de devoir gérer un atelier, devoir gérer. Ça simplifie beaucoup la gestion de la classe. Donc, par la suite, on testait, une fois que les élèves avaient terminé, pas terminé, mais étaient en train de faire leur pont, on testait avec les différentes masses. Donc, par exemple, 1 kilogramme, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça tenait le coup? Sinon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour solidifier? Et donc, sans m'étendre trop sur cette activité-là, comme vous pouvez voir, ça a donné comme vraiment des projets très, très, très différents. C'est un petit peu la mentalité derrière les STIAM aussi, c'est qu'on ne souhaite pas que tout le monde fasse le même produit final. Comme il va s'intéresser, il va cheminer dans la créativité, il va cheminer dans vraiment ce qu'il veut faire, il va s'intéresser à l'architecte qui est son influence, ben, il risque de faire quelque chose de très, très, très différent. Donc, par la suite, on avait fait une exposition là, qui a été célébrée par toute l'école. Donc, c'était une belle occasion là, de vivre une belle situation d'apprentissage. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous pensez encore à mon ours qui hiberne. J'ai une activité pour les CM1, CM2 qui va peut-être vous intéresser. Celle-là, elle est plus courte. Là. Je me suis vraiment étendu sur la précédente. Je vais essayer de me rassembler un peu plus. Là. Mais donc, pour beaucoup d'élèves, eux, dans leur conception, c'est que les animaux immigrent vers les pays, vers le sud. Ici, on va clairement dire vers le sud, parce qu'à cause de la rigueur du climat. Que la fourrure, la laine, les plumes, le duvet, bien, que ça réchauffe le corps des animaux plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que garder la chaleur tout près d'eux. Que la neige, bien, que c'est froid et que ça n'a aucun pouvoir isolant. Bien, ces trois conceptions premières-là, bien, l'activité va permettre de les déconstruire. Là, le matériel est vraiment très simple, donc des bouteilles recyclées et tout ce que vous voyez là, j'ai trouvé ça donc dans petit marché d'artisanat ou en grande surface, on pourrait trouver ça. Donc, fausse fourrure, des plumes. Ça, c'est une relique qui me rappelle mon secondaire, un vieux manteau, un vieux manteau de cuir pour imiter la peau des animaux. Et donc, essentiellement, l'activité, c'est là, on est dans une démarche d'investigation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on est allé solliciter leur conception première. Et là, les élèves, au niveau des démarches, elles se ressemblent vraiment beaucoup dans ce qu'ils ont à faire, mais ils peuvent tester vraiment plein de choses. Ils peuvent tester le rôle de la peau, ils peuvent tester le rôle de l'isolant, c'est-à-dire de la fourrure, ils peuvent tester le rôle des plumes, puis là, bien sûr, on enlève le sac, là, c'était simplement pour prendre la photo, et ils doivent en tout temps comparer avec une bouteille témoin. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est une activité, bien sûr, interdisciplinaire avec mathématiques. On souhaite collecter, décrire, organiser des données pour amener une certaine interprétation. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc, pour amener les élèves finalement. Là. Donc, si je prends mon équipe qui va s'intéresser finalement à la fourrure, donc, il va, pendant une période d'1 heure, à chaque 5 minutes, va mesurer donc va lire sur le thermomètre, un simple thermomètre à alcool, va mesurer la déperdition de la température. Donc, comme on peut voir au début, on part à 72 degrés Celsius. Et au fur et à mesure que l'activité avance, on voit que dans la bouteille sans fourrure, si je la compare avec fourrure, on voit que la bouteille reste plus chaude dans la bouteille avec fourrure. Puis ça, là, je vous dirais que pour cette même activité-là, j'ai une quinzaine d'activités différentes que les élèves peuvent faire avec ça. Là, si par exemple, je veux comparer à un animal où on s'imagine, mettons, les élèves disent, ah, mais je pense que les élèves, le poil de tel animal va s'épaissir avec le froid. Bien, ils vont pouvoir comparer une bouteille qui serait avec une fourrure très épaisse, très dense, d'une autre où on aurait carrément coupé du fil, pas du fil, mais des petits poils pour voir finalement l'impact. Donc ça, c'est un gros coup de cœur auprès de nos élèves, très simple à mettre en place et très intéressant parce que nous, ça nous amène vraiment à travailler le tableau, à travailler comment on arrive à avoir une variable dépendante avec une variable indépendante, une variable dépendante, par exemple. Donc, ici, la variable, donc, la fourrure que je vais voir au fil du temps.
Donc, ça me permet de travailler ça, ça me permet de travailler la fabrication d'un tableau, puis c'est une activité simple. Si je la compare à l'autre, beaucoup moins de temps, puis par la suite, je vais pouvoir faire un retour avec les élèves. L'endroit où je vais vous envoyer sur mon site web, Classe de sciences, vous avez des tableaux. Je suis allé dans des livres scientifiques où on mesure l'épaisseur du gras, où on mesure l'épaisseur du poil, et comme ça, on peut mener des comparaisons. Donc, les animaux qui sont dans la mer, ne serait-ce que penser à la mer glacée comme des baleines. Donc, eux, on pourrait dire, bon, c'est l'épaisseur de la graisse. Donc, quel pourrait être l'impact? Puis je vous dirais, je l'ai déjà fait, même cela avec des élèves. On avait pris, on l'avait fait en laboratoire. On a fait même aussi avec l'idée, les enfants disent, ben, ils se réfugient dans leur terrier. Fait qu'on avait fait comme un genre de terrier avec les élèves, puis on comparait notre témoin qui, lui, était une simple bouteille avec la bouteille qui était dans son terrier. Ma troisième activité, puis là, ben, peut-être que, quelle heure il est? Peut-être que écoutez, je vais passer, je ne veux pas aller trop vite, mais bon, il m'en restait deux. Je vais laisser tomber peut-être la dernière, mais elle sera dans le Canva. Donc, celle-là, c'est une activité interdisciplinaire, mais avec la lecture. Donc, on commence avec un cercle de lecture. Donc, les élèves, moi, j'aime vraiment beaucoup l'auteur Lucy Hawking, qui est la fille du grand physicien décédé malheureusement, Stephen Hawking. Donc, eux ensemble, ils ont écrit plusieurs tomes des aventures de George et Annie. Donc, c'est de la science-fiction, c'est vraiment emballant pour les élèves. Moi, je me fais des cercles de lecture avec ça. On en a plusieurs. Donc, au fil des années, on a acheté vraiment comme plusieurs de ces romans-là. Et avec les élèves, on apprend donc à comprendre, on apprend dans le fond comment les astronautes font pour se préparer à un voyage dans l'espace. Et justement, dans l'album, pas l'album, le roman Georges et la Lune bleue, c'est justement le cas. Nos deux amis qui ont à peu près l'âge de nos élèves, là, donc 10-12 ans, là, des élèves du collège, ils doivent se lancer dans un manège d'entraînement spatial. Et donc là, dans cette activité-là, on va demander aux enfants de concevoir un manège d'entraînement spatial. Encore une fois, on part des conceptions premières des élèves sur la friction, par exemple, mais aussi c'est une expérience qui parle pas que de la friction. On va parler des forces centrifuges, centripètes, l'inertie. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure de je le représente rapidement donc dans Tinkercad. Donc, ce qui est intéressant avec Tinkercad, c'est que, bon, on va enlever la porte qui n'a aucune utilité ici, c'est que lorsque je vais ici en mode, je peux construire des choses, mais je peux aussi faire ce qu'on appelle un laboratoire de simulation. Donc, si je clique sur chacun des objets, voyez-vous, je peux déterminer quel va être le matériau. Donc, ici, les élèves vont devoir fabriquer un manège. Au début, je leur demande de fabriquer un manège virtuel. Par la suite, ils vont fabriquer un vrai manège. Je ne vous le montrerai plus. Et donc, on peut travailler sur certaines variables. Donc, dire la bille qui est là, elle va descendre sur un plan incliné. Elle va faire tomber un certain nombre d'objets. Si je la mets, par exemple, en plastique, en béton, en glace, est-ce que ça va avoir le même effet? Puis par la suite, ça nous donne l'occasion justement de le simuler à l'écran. Donc, c'est excessivement bien fait. Je peux faire la même chose avec le plan incliné. Et là, le plan incliné, je vais le dire, bon, je veux statique, tout ça. Je peux choisir les matériaux. Donc là, allons-y, tout comme ça, que tout est en plastique. Et je fais juste une simulation. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe. L'objet tombe sur un certain nombre. On peut imaginer comme des dominos. Donc, si je vais juste aller fermer ça. Donc, si je veux réinitialiser, donc si par exemple par la suite, je changeais la bille, là, la bille, au lieu d'être, je pourrais la mettre par exemple en béton, la surface, je pourrais aller la mettre, pas la couleur, mais plutôt la surface, je pourrais aller la mettre en glace. Bon, là, vous voyez un peu tous les concepts qu'on pourrait voir avec les élèves. Donc, sans trop mettre de détails là-dessus, donc, le projet vise à montrer finalement aux élèves, on revient ici dans une démarche de conception, comment est-ce qu'on peut pas à pas fabriquer un manège dans lequel la bille a une certaine énergie. Cette certaine énergie-là va être, comme on peut l'imaginer, hein, va être transformée en énergie potentielle, en énergie cinétique, donc un mouvement qui va être fait par la bille. Et donc, le défi que moi, je propose aux élèves, c'est d'élaborer un plan virtuel, pardon, une fois qu'ils auront fait un plan virtuel, pardon, je vais juste revenir à ma page ici. Donc, de fabriquer un manège d'entraînement spatial pour nos deux héros là, du roman.
et cette fois-ci avec des tuyaux isolants. Donc là, ça montre un peu quelques idées qui peuvent être faites, donc avec comment on peut faire une vrille, comment on peut tourner. Donc, soit qu'ils le font sur le mur, soit qu'ils le font sur les bancs. Et donc, le but, bien sûr, c'est que la bille parcourt la distance en le moins de temps ben, en fait, qu'elle reste au contraire le plus longtemps possible dans le parcours. Donc, j'ai utilisé des tuyaux isolés et je voudrais que cette activité-là, je la fais variablement à chaque année. Là, puis ces mêmes tuyaux-là que je réutilise à chaque année avec du ruban cache là, qui s'enlève bien, qui s'installe bien. Euh, donc, je n'ai pas à acheter du matériel. J'ai des billes de verre, mais je peux le faire aussi. J'ai des billes en métal, j'ai des billes. Donc, ils peuvent, à ce chapitre-là, tester. Puis aussi, on peut tester avec, là, ici, on a des tuyaux isolants, mais on peut aussi utiliser différents types de plans inclinés. Et par la suite, les élèves sont invités à faire un genre de montage là, sur CapCut ou iMovie où ils filment. Et là, j'ai des belles images où je vois vraiment comme je montre mon local avec les élèves quand ils sont en train de faire ça. Imaginez-vous, là, il y en a vraiment partout. C'est vraiment beau de les voir. Ils sont super intéressés et là, ils documentent. Ils sont en train, là, on les entend s'expliquer. Ils vont commencer par filmer. Puis là, je les mets en mode, OK, là, j'ai des élèves dans le fond de la classe là, qui sont en train, ils enregistrent leur voix. Ils disent, OK, on peut voir ici la bille arrivait très vite. Malheureusement, par exemple, l'élève a fait une montagne. Donc là, il explique pourquoi. Est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est à cause, pardon, de la force centripète, la force centrifuge? Donc, ils doivent revenir sur des concepts qu'on a remontés en amont. Donc, c'est très pertinent pour eux. Je termine parce que là, j'ai parlé à peu près de tous les niveaux. J'aurais aimé ça en avoir une pour les CP. Donc, celle-là, je l'aime bien avec mes tout-petits. Donc, quelques conceptions premières. Bon, là, eux, ce qu'ils ont à faire ici, c'est une démarche d'analyse. Je vais leur demander comment ça fonctionne dans un circuit électrique. C'est quoi un circuit électrique? Puis là, je leur montre des fils. Puis là, ils sont captivés parce qu'ils voient souvent les plus grands qui font des projets très complexes. Et là, le jour de l'activité, je leur amène de la pâte à modeler que j'ai fabriqué avec les grands. On peut les fabriquer aussi avec les tout petits, c'est très simple. Je montre la recette dans un instant. C'est vraiment de l'eau, du sel, de la farine. C'est vraiment très simple. De l'huile végétale, c'est très simple à faire. Et donc, avec ça, par la suite, là, ils vont être en mode, comme on appelle ici au Québec, là, gosseux. Là. Ils doivent vraiment se casser la tête pour essayer de faire fonctionner le circuit électrique. Donc, je vous montre comment, parce que là, bien sûr, hein, on part avec leur conception première. Bon, un seul fil est nécessaire pour amener le courant. Hein. Beaucoup d'enfants pensent que c'est ça. Les premiers circuits, puis même quand on en fait des fois avec les grands, puis qui n'ont pas touché à ça, ils vont avoir cette conception-là qu'on a besoin qu'un seul fil. Fait qu'on leur montre. On dit, OK, mais essaye avec un seul fil, vas-y, tu vas être capable. Puis là, ils voient que ça ne fonctionne pas. Pour plusieurs élèves aussi, c'est le fil électrique qui va épuiser plutôt que l'énergie chimique qu'il y a dans la batterie, dans la pile, pardon. Donc, je vous montre un peu la petite recette qu'on a fait. On peut aussi utiliser la pâte à modeler du marché, donc ceux qu'on trouve, là, pensons au Play-Doh de ce monde, au Crayola et compagnie. Là. Donc, celle qu'on trouve est en général fait avec l'ingrédient nécessaire. Donc, pour qu'elle puisse être conductrice, ça prend une pâte à modeler qui a du sel. Donc, c'est le sel vraiment à cause de la capacité à s'ioniser, donc à conduire l'électricité. Donc, bien sûr, ce n'est pas un conducteur à même titre qu'un fil en métal, mais c'est un semi-conducteur comme pourrait l'être, par exemple, une mine de crayon. Donc voilà, donc ici, vous avez à l'écran, là, vous voyez que ce n'est pas la même teinte du tout. Je l'ai fait l'exemple pour vous montrer avec de la pâte à modeler que les élèves n'avaient pas fait. Alors, c'est sûr que les couleurs sont plus vives, mais vous voyez ici, ce qui est en vert, c'est de la pâte à modeler dite conductrice, donc comme Play-Doh, Crayola, comme je vous disais, mais on peut, et j'ai de la pâte à modeler dite isolante parce qu'elle, c'est une pâte à modeler à base minérale, donc elle n'est pas du tout, donc les élèves doivent, ils partent tous avec le kit de départ, c'est-à-dire une pile, des fils, et ils doivent faire, bien sûr, avant de se rendre là, vous imaginez bien avant de faire un circuit comme ça, il y a vraiment plusieurs étapes, donc si je reviens, ils doivent vraiment essayer de se pencher, voir comment ça fonctionne. Là, ils voient que les lumières d'aile ont deux filaments, comment je pourrais les brancher. Là, c'est sûr que mon travail, moi, la première chose que je vais leur dire, surtout avec les tout petits, c'est de faire des grands serpents. Alors, fais-moi des grands serpents. Avec là, ils prennent leur boule, ils font des très grands serpents. Puis là, à ce moment-là, je n'ai pas du tout introduit la pâte à modeler dite isolante. Et c'est après ça, une fois que les élèves arrivent à brancher littéralement avec leur lumière d'aile,
là, après ça, on se questionne. Pourquoi là, ça fonctionnait bien, comme on voit à droite, mais ça ne fonctionne pas si je colle deux pâtes à modeler conductrices? Ah, bon, on explique parce que voyons, le courant électrique est un petit peu comme nous, hein, des fois, il est un petit peu paresseux. Alors, plutôt que de se donner le trouble de passer par le filament des DEL, ben, il va carrément passer à travers la pâte à modeler. Donc la pâte, d'où l'intérêt de passer directement avec une pâte de mettre justement entre les deux en sandwich, littéralement, la pâte à modeler dite isolante. Puis là, on voit différentes choses que les élèves ont pu faire là, avec. Donc, toute leur créativité. Une fois qu'ils avaient compris ça, je vous dirais que le deuxième cours, là, on s'est plus sensible. Je dis, OK, maintenant, vous avez accès à de la pâte à modeler de différentes couleurs, vous pouvez utiliser isolant. Et là, ils devaient faire, pour les plus grands, parce que ça, là j'ai fait avec les CP, c'était vraiment que de le faire fonctionner, c'était vraiment l'aspect wow. Avec les plus grands, là, on avait vraiment, tu dois me faire un circuit en parallèle, un circuit en série, donc tout ça. Donc, il y avait différentes contraintes. Excusez-moi d'avoir Bien. peut-être déboulé un peu dans les dernières minutes, là. J'ai essayé de tout me ramasser, là, mais je voulais qu'on arrive à temps. Oui, bien sûr, Et- mais merci beaucoup, Serge, c'était très éclairant. Je pense que les collègues ont pu bien se projeter, surtout dans des exemples aussi parlants et concrets. Bon, il me reste 4 minutes, hein, ouais. si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les poser dans le chat. Ça sera peut-être plus simple parce que vous êtes quand même presque 100, une petite centaine. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être en attendant que quelqu'un pose une question dans le chat, une petite question que je me pose. Je sais, Serge, que vous êtes aussi formateur, vous accompagnez les équipes justement dans la création des STIAM. Oui. Alors justement, peut-être une question aux formateurs. Quelles sont les craintes, les appréhensions, voire les difficultés que rencontrent les équipes que vous formez? Ben, Est-ce au qu'il y en a? début, au Ouais, début, c'est comme tout enfant, l'enseignant pense qu'il ne va pas être capable de gérer tout ça. L'enseignant souvent pense qu'il n'y a pas les connaissances, toutes les connaissances nécessaires, a peur d'être déstabilisé. Souvent, on est là. Et puis, donc, ça, c'est d'être dépassé par la gestion de classe. On est mhm. beaucoup. Et c'est Sur beaucoup la gestion de comme. classe, d'accord. Mm. Pardon? C'est surtout sur la gestion de classe qui est Oui, les oui, mais, craintes. mais il faut pas, je vous dirais qu'il ne faut pas non plus négliger tout l'aspect, comme je vous disais, là, même si on est, est-ce que je vais être capable de tout bien leur expliquer? Est-ce que je ne vais pas les mélanger? Donc, D'accord. ouais. Alors, une question à laquelle je réponds, c'est la vidéo enregistrée de la séance précédente. Elle sera mise sur le site, hein, on ne va pas vous l'envoyer personnellement, donc n'hésitez pas à retourner sur le site. Et sinon, une question aussi pour vous, Serge. Oui, Pourriez-vous rapidement nous donner un exemple pour des élèves beaucoup plus grands? Donc, pour des élèves qui ont entre 15 et 18, est-ce que vous avez déjà oui. Ben, vu des en fait, exemples? tout au long de la présentation, je parlais de l'endroit, puis c'est là que je m'en vais. Merci de me tendre cette belle perche-là, parce que justement, moi, j'enseigne à des plus grands aussi. Donc, parce que donc, on a des élèves aussi du secondaire. Donc, j'ai mis sur donc, vous pouvez aller chercher des ressources sur classe de sciences et j'ai mis un onglet qui s'appelle Projet STIAM où vous avez donc des projets, bon, bien sûr, plus complexes. Le projet que je vous ai parlé tout à l'heure, là, je l'ai mis en premier pour qu'on puisse ressortir, mais j'ai toutes sortes de projets que j'ai fait avec des petits et des plus grands. Donc, toutes sortes de projets qui peuvent être menés parfois avec de la programmation. Tu sais, je pense à ce projet-là, le bateau bimoteur avec objet qui était téléguidé. Donc, on a vraiment, avec les élèves, fabriqué de toutes pièces avec, bon, là, à ce moment-là, on avait ce type de matériel-là. Là, on utilisait des cartes de microbit pour le faire. Donc, on a commencé par faire un premier bateau avec du styromousse, quelque chose qui flotte. Puis là, on s'est questionné, bon, qu'est-ce que ça nous prendrait? Après ça, on est allé fabriquer avec des impressions 3D, on est allé fabriquer des moteurs. On les a programmés pour, en fin de compte, finalement, aller tester, je vais juste enlever le son, aller tester dans une piscine, littéralement, là, donc, donc, toutes sortes d'activités comme ça qu'on peut. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs activités que je fais avec les grandes secondaires, le robot traceur, on le fait avec les grandes secondaires aussi, la machine à bonbons qui est là c'est les robots, les bras robotisés, les machines à boules, où il y a vraiment
beaucoup plus de concepts que ceux qu'on a vus précédemment. Donc, vous pourrez trouver toutes ces ressources-là sur le site. Et je prends le temps de le mentionner en préambule aussi. J'ai des coupes laser, des imprimantes 3D, tout ça, mais on n'a pas besoin de tout ça. C'est pour ça que, et Oui, bien sûr. j'espère que la présentation vous a permis de le voir aussi. Là, on n'a pas besoin d'avoir tous ces objets-là, ces machines-outils-là pour faire des sciences avec nos élèves, pour faire des STIAM. Donc, allez voir. J'ai mis une partie importante aussi sur la littérature jeunesse avec des liens où est-ce que vous pouvez justement venir accéder à des situations d'apprentissage en lien avec ces ouvrages-là. Est-ce Alors que je oui, réponds bien, effectivement, Marie? oui, j'ai remis le lien du site classe de sciences, pardon. Et c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de ressources. Et là, c'est vraiment pratique. Donc, on peut vraiment se projeter, voire peut-être même pour commencer, essayer de faire la même chose dans sa classe. Alors, des collègues ont posé la question pour des plus grands et puis des collègues aussi pour des plus petits, donc des maternelles, même si notre appel à projet est plutôt centré, je le rappelle, sur les écoles primaires. Bon, les écoles maternelles, donc des 3-5 ans, est-ce que, Serge, vous avez une idée à nous glisser? Ben, en fait, ça, c'est une partie que je suis en train de monter. Il y a plein d'activités, bien sûr, qu'on peut monter, qu'on peut penser avec les élèves, hein, parce que les élèves de cet âge-là, ils sont captivés. Tu sais, pensons simplement, là, j'ai pas encore tout mis, mais tout ce qui touche à la paléontologie, comment ils sont, même s'ils sont beaucoup plus petits que nous, comment ils réussissent à se rappeler de tous les noms de ces dinosaures qui ont. Donc, une activité que je dépose ici, il y en a d'autres, là, mais une activité qui permet où justement on part d'un modèle féminin. Hein. La première Mary Anning, qui s'appelait la première paléontologue britannique, bien sûr, parce qu'elle était une femme à une autre époque, là, je fais toujours une mise en garde à mes petits cocos. Là, c'est une autre époque, tout ça. Maintenant, une chance, il y a des femmes comme Mary Anning qui ont travaillé fort pour que les filles aient accès à tout, comme les garçons. Et donc, bref, à travers l'histoire de Mary Anning, on se questionne. Donc, on fait une activité par la suite où les élèves, je les amène à observer Mhm. désolé, des fossiles. Après ça, ils vont en chercher. Donc, on reconduit les mêmes tâches que va faire Mary. Donc, différentes activités. Donc, le site n'est pas, j'ai pas encore tout mis, Oui, mais je suis il en est train d'en mettre. encore en construction. Enfin, il y a Oui, énormément, et donc vous voyez bien hein, les collègues pour tous les âges. Donc, oui. c'est ça qui est vraiment intéressant dans le site de Serge. Alors, il y a des questions aussi. Il y a des collègues qui souhaiteraient aller plus loin, qui aimeraient bien avoir, pourquoi pas, un accompagnement, notamment une collègue qui est en art plastique hein, et qui a un beau projet à développer pour le collège et le lycée. Alors là, j'annonce tout de suite que comme on a eu la chance de faire cette rencontre magnifique avec Serge, on vous le dit en avant-première, mais certainement un projet, peut-être un parcours accompagné. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement l'actualité des formations à venir. Il reste encore quelques mois de travail sur les parcours accompagnés et il est fort probable, comme c'est quand même une thématique qui nous intéresse beaucoup à la tête de réseau et qui intéresse aussi beaucoup les collègues, quand on voit le nombre de participants à chaque visio, c'est encourageant et donc il y aura très certainement un parcours accompagné. Donc pour la collègue qui souhaite avoir peut-être une aide plus personnalisée, ben, n'hésitez pas éventuellement à demander cette inscription quand vous verrez apparaître le projet qui sera bien sûr ce parcours animé par Serge. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'il est 18h01. Il est temps bien sûr, de se dire au revoir. En tout cas, merci Serge. Merci beaucoup. Dans le chat, on voit beaucoup de remerciements. Merci beaucoup. On souligne votre dynamisme, c'est vrai, hein, et votre enthousiasme. On sent que vous êtes un passionné et cette passion est vraiment communicative. En tout cas, merci beaucoup. Donc la présentation de Serge, eh bien, il vient justement de la mettre, hein, Ouais. à l'instant. Ne vous inquiétez pas si vous l'avez pas eu, le lien, on va le remettre, nous, dès qu'on mettra la visio, vous aurez aussi le lien de la présentation.